Bonjour à vous tous et toutes à la maison. Encore cette semaine, une émission remplie de lectures tout aussi intéressantes les unes que les autres. Micheline et Monique, en deuxième partie, seront avec moi. Et pour la première partie, un invité bien spécial, M. René Verville. Bonjour, M. Verville. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bien, ça nous fait plaisir à nous aussi. Alors, M. Verville, vous êtes étonnamment Chantal Verville, René Verville, et nous ne sommes pas parents. Expliquez-moi ça, vous. Ça dépend. Ouais. Si vous êtes une Verville couturier, on est parents. Mais semble-t-il que vous ne l'êtes pas. Exactement. Alors, il y a deux branches de Verville. Et on ne sait pas pourquoi on s'appelle Verville. Il y en a qui ont dit Verville, couché vers la ville, des choses comme ça, là, mais ça, c'est exclu, ça. Oh, oui. Mais on ne sait pas pourquoi on s'appelle Verville. Ah bon? Ben. Alors, moi, c'est un couturier Verville de Saint-François-du-Lac. Et vous êtes une Bourbeau dit Verville de Bécancour. De Bécancour. Ben, voilà, je suis bien contente de le savoir. Je vous remercie beaucoup. Je vais m'intéresser à la généalogie, je pense. Vous devriez. Alors, Monsieur Verville, vous êtes né en 1932 à Nicolette et vous êtes arrivé à Victo à l'âge de 1 an. Et vous avez travaillé comme ingénieur électricien et vous êtes retraité depuis 1993. Effectivement. À partir de ce moment-là, vous avez commencé à écrire. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire? Bon, bien avant ça, oui. En généalogie, j'ai découvert que mon arrière-grand-mère paternelle était une Acadienne. OK. Alors, j'ai remonté de père en père jusqu'à Vincent qui est arrivé en Amérique, en 1620 à peu près, là. Mm-hmm. Et c'est Alexis qu'on retrouve dans le livre. Oui. Et celui qui a été déporté, qui a vécu durant la période de la déportation des Acadiens. En 1755. Oui, c'est ça. Oui. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai tout mis ça de côté, puis je me suis dit, à ma retraite, en 93, peut-être que j'aurai le temps d'écrire quelque chose là-dessus. Et vous avez été très prolifique parce que vous avez écrit 3 volumes à date. Et quand vous dites « j'ai fait mes recherches », par votre livre qui est paru en 2019, « L'Acadie du capitaine Downing », je confirme que vous avez été très méticuleux dans vos recherches parce qu'il y a 191 notes explicatives. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup de notes, mais ça nous raconte un peu l'histoire. Hein? On voit les mots qui sont différents, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, les rivières, les noms des rivières, tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Vous avez écrit celui-là en 2019 et c'est la suite de celui que vous avez écrit en 2001 qui s'appelle « La déportation des Acadiens à travers l'histoire d'une famille, le Saule de Grand-Pré Oui. ». Ça, c'est en 2001. Et un qui est complètement à part, que vous avez écrit en 2003, je crois, « Un Anglais à Grand-Pré ». C'est bien ça? Oui. Et dans celui-ci, « L'Acadie du capitaine Downing », vous parlez d'une partie de la famille de votre ancêtre, qui est Alexis et son fils Antoine. Et dans celui que vous êtes en train d'écrire, vous allez parler de la femme d'Alexis, Anne Brault, et des enfants qui ont été, eux, déportés en Angleterre puis en France. Effectivement, c'est ça. Alors, c'est une vaste saga, je dirais, familiale. Une trilogie. Une trilogie, effectivement. Si on commence maintenant, on va commencer par le début, Le Saule de Grand-Pré, qui a été publié en 2001. Ça parle de quoi, ça, exactement? Oui, la déportation en 1755. Bien, je vais vous expliquer. J'ai travaillé un peu comme un ingénieur, parce que j'en suis un. Alors, j'ai fait des recherches, mais on ne parlait pas du tout de romance, dans le livre. Et j'ai bâti des chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres, mais je ne parlais que comme un historien. Avec des faits, des dates, Winslow est arrivé à telle date, à telle période, etc. Tout était vrai là-dedans. Alors, j'ai pris ma famille, Alexis, Anne, Brault, sa femme, ses 5 enfants, et je les ai installés dans le chapitre numéro 1. Je les ai fait vivre la déportation à travers les événements, les faits qu'il y avait là. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Alors, c'est travailler un peu comme un ingénieur, là. Mm-hmm. Il y avait l'ossature, qui était les faits, et la chair, qui était la romance un peu dans ce roman-là. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui a donné le Saule de Grand-Pré. Le Saule de Grand-Pré. Et au départ, il y avait 900 pages. Oh là là! Mais l'éditeur en a coupé la moitié.
Vous aviez trop de recherches de fait. J'aimerais ajouter autre chose aussi là-dessus. Bien sûr. Il a gagné un prix intéressant. Le prix Bertillon du Tremblay, la plume d'argent, en 2001. Oui. Et je pense qu'il est indiqué sur le Oui, livre aussi. oui, Ouais. et vous en êtes Ouais. très fiers. Et il faut Ouais, dire très que fier. ce livre-là et l'Acadie du capitaine Downing ont été publiés aux éditions Fides. Fides, ouais. Alors, c'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Non. Alors, donc, il y a tout ce qui est histoire, c'est vrai, et vous avez romancé, vous avez brodé autour de cette histoire-là. On parlait toujours du Saule des Grands Prix, là, ouais. Oui, le oui, Saule c'est des ça, Grands Prix. c'est ça. Si on parle maintenant de celui que vous avez publié en 2019, qui est d'ailleurs à la bibliothèque Alcide Fleury, dans les nouveautés, Oui. dans la section nouveautés. Alors, celui-là, parlez-nous-en plus explicitement. Mais celui-là, je ne savais pas trop comment partir le roman. Je partais avec à peu près rien. Et parce qu'on part d'une façon assez spéciale. Hein? C'est une maison de prostitution Oui. à Boston, etc. Et je ne savais pas exactement où je m'en allais. Mais au fil et à mesure que j'avançais, là, ça se précisait. Je peux dire que le nœud de ce roman-là, qu'est-ce que c'est? C'est Andrew Downing, qui est un peu babochard. Hein? Mais c'est un très bon capitaine. Et à un moment donné, son adjoint l'a forcé, je dirais quasiment forcé, incité, à aller voir ce qui se passait dans la cale. Il se passait des choses terribles dans la cale. Et puis, il a rencontré Anne Bro. Et les regards se sont croisés. Qu'est-ce qu'il a vu dans ces yeux-là? Il a vu toute la misère de cette femme-là. Oui. Elle avait été séparée de son mari, qui était parti sur un autre bateau, avec 4 enfants, et lui était avec le plus vieux. Oui. Et elle ne savait pas où. Ça faisait 1 mois qu'elle ne le voyait pas. Qu'est-ce qui l'attendait, cette femme-là, avec ses 4 enfants? Elle ne savait pas où elle s'en allait. Alors, elle était perdue. Il a vu dans ce regard-là toute la misère, pas seulement d'elle, mais de tout le peuple acadien. Oui. Il a vu ça. Et c'est là que je dis un peu comme Paul, sur le chemin de Damas, il est tombé de cheval. Il a commencé à comprendre tout le mal que les Anglais ont fait à, je vais prendre un peu d'eau, parce que, oui, à sa population. Oui. C'est ça qui est vraiment le nœud. On verra par la suite qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de se racheter. Exactement. Oui. Parce que, mais vous décrivez très bien dans ça la misère des Acadiennes, parce qu'il faut dire que c'est 182 Acadiens, Acadiennes, mais les femmes ont été séparées des hommes, et c'est dans le bateau du capitaine Downing, ce sont des femmes, des vieillards, des enfants. Oui, oui. Alors que dans d'autres bateaux, là, les familles ont été vraiment divisées. Oui. Le mal, vous parlez aussi, là, ils sont malades parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la cale du bateau, ils ont des problèmes de santé, il y en a qui meurent, c'est vraiment... Oui. On est touché là, vraiment par ce que vous racontez, là, des gens On là, voit qui sont... pourquoi il n'y a pas d'hommes dans ce bateau-là. C'est que Winslow leur avait joué un tour. Il leur avait dit que tous les hommes et les enfants de 10 ans et plus étaient requis de se présenter à l'église de Grand-Pré. Et qu'ils avaient comment je dirais bien ça, un édit qui venait du roi d'Angleterre à leur communiquer pour la protection de leur terre. Mais c'était faux. Okay. Ils ont tous été emprisonnés. Tous les hommes et les enfants de 10 ans. Et ça, ce sont des femmes, des vieillards qui restaient. Puis les enfants en bas de 10 ans qui sont dans le bateau de Downing. Oui. C'est vraiment, là... Mais ça, c'est de la vérité, c'est vrai, ça. Oui, on pas sent... romancé, là. Non, Ouais. exactement. Ouais. Ce que vous avez romancé, c'est, un petit peu l'histoire, peut-être, de la dame qui tient la taverne. Oui, c'est ça, oui. Et tout ce qu'il a fait pour amener 182 personnes jusqu'à Québec, c'est romancé aussi. Parce que le Murray n'est jamais revenu à Québec transporté. Oui, c'est ça. Ça, c'est romancé, ça, bien sûr. Oui, c'est ça. Et je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Au début, je disais, mon Dieu, 191 notes explicatives, c'est comme un petit peu long, mais
on a le goût d'aller voir ce qui se passe, ce que vous dites, ce mot-là. Ah oui, ça, c'était ça. On replonge dans l'histoire. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce volume-là. Ouais. Et vous êtes en train d'en écrire un autre qui va être la famille de Anne, l'épouse et les... Bon, qu'est-ce qui est arrivé à Anne? Oui. Elle était à bord du Murray et a été débarquée à Hampton, en Virginie. Ils n'ont pas voulu les garder. Ils les ont accommodés pour l'hiver, parce que c'était tard en automne, au mois de novembre. Et dès le mois de mars, ils ont affrété des bateaux. Ils les ont envoyés en Angleterre. Et quelques bateaux ont coulé en route. Celui d'Anne, là, je romance un peu, mais le fond est vrai. Et celui d'Anne, lui, s'est rendu jusqu'à Bristol. Elle est décédée dans un hangar sur les quais à Bristol. Et une dame gracieuse Thibodeau, qu'elle s'appelait, a décidé de s'occuper des enfants. Alors la suite, c'est qu'ils ont réussi à gagner la France à la fin de la guerre, en 1763. Ils ont gagné la France, mais les Acadiens, là, après 4-5 générations, les Français, après 4-5 générations en Amérique, n'étaient plus des Français. Ils n'étaient pas heureux en France. Alors, finalement, ils se sont ramassés en Louisiane. Et toute l'histoire, mais tout ça reste à raconter. À raconter. Et j'ai du pain sur la planche. Oui. Alors, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on souligne qu'un Anglais à Grand Prix, c'est vraiment complètement différent de les deux autres noms. Oui, je peux vous dire pourquoi je l'ai fait. Oui. C'est que l'Angleterre n'a jamais voulu s'excuser. Ils ont dit, on comprend tout le mal qui a été fait aux Acadiens, mais on ne s'excusera pas. Mais dans le livre, la reine d'Angleterre s'excuse. Ah bon? Dans mon roman. C'est ce que je voulais. Je lui ai dit, toi, tu vas t'excuser d'avoir fait ça. Et je l'ai fait avec ce petit roman-là. Ah ben, je vous remercie beaucoup. On peut acheter vos livres en librairie. Ah oui. Il n'y a aucun problème pour ça. On les demande et on peut les avoir. C'est ça. Et je vous remercie énormément, M. Verville. Vous êtes une source d'inspiration et vous êtes la preuve vivante qu'on peut être très actif intellectuellement, même si on est octogénaire. Merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous sommes de retour avec Monique et Micheline. Bonjour, mesdames. Bonjour. Nous commencerons par toi, Monique, par le Bal des Folles. Oui, le Bal des Folles de Victoria Mass. Alors, nous sommes au 19e siècle, à Paris, où le docteur Charcot, grand neurologue, adore exposer les folles internées à la salpêtrière. Bon, je l'ai dit. Alors, journalistes et curieux, tous des hommes, évidemment, viennent à chaque semaine voir le grand neurologue traiter les femmes, soigner ses patients. Alors, le docteur Charcot est adepte de l'exposition des fous. Il adore ces rencontres. Et l'apothéose de ces rencontres, c'est le bal masqué. C'est le bal des folles qui a lieu une fois l'an. Alors, on dit que depuis son arrivée, seuls les véritables hystériques, et vous savez que c'est un terme très féminin, ils sont enfermés. Mais, qui sont ces folles? Hein? Ces folles, ce sont des malades, évidemment, des femmes qui souffrent qui sont catatoniques, qui souffrent d'épilepsie, mais ce sont aussi des femmes dont le mari ou le père a décidé de se débarrasser, de renier pour différentes raisons. Ce sont plus précisément Louise, une jeune orpheline qui a été abusée par son oncle et qu'il fallait enfermer puisque, au dire de sa tante, la digne épouse de l'oncle en question, elle avait le diable au corps. C'est Thérèse, une prostituée qui a jeté son amant dans la Seine. C'est Eugénie Cléry qui parle aux morts et que son père notaire a renié, évidemment, à cause de cela. Bref, que des femmes dont on refuse de comprendre ou de croire. Mais c'est aussi Geneviève, une infirmière entièrement dévouée au docteur Charcot et qui, au contact des folles dont je viens de nommer, qui vont finir par se rendre compte de la réalité, je dirais, et elle finira, elle aussi, enfermée. C'est mais c'est très bon, c'est... Oui.
Alors, c'est un livre dont l'intérêt premier réside d'abord dans le sujet qu'il aborde. C'est bon, autour de l'histoire de ces 4 femmes, là, c'est l'histoire de bien des femmes qui ont passé leur vie enfermées parce que c'était une façon simple de s'en débarrasser. C'était une façon simple de ne pas chercher à les comprendre. C'est aussi l'illustration du peu de respect que l'on avait pour l'intelligence des femmes. Et comme dit si bien Eugénie, qui parle aux morts, pourquoi est-on capable de croire en Dieu et pas aux esprits? Alors, à la fin du 19e siècle, ce qu'on retire de ce livre, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il n'était pas très prudent d'afficher une conduite peu banale. Il ne fallait pas sortir des sentiers battus. La jeune Eugénie, par exemple, aimait lire, elle était curieuse, elle aimait fréquenter les cafés, bon, bref. Et quand sa grand-mère s'est aperçue, parce que Eugénie s'est confiée à elle, qu'elle parlait aux morts, elle a aussitôt averti le père. Et lui, la famille Cléry ne pouvait pas avoir dans ses rangs une femme qui parlait aux morts. Donc, on l'a enfermée à la... Mais, je vous rassure tout de suite, elle a réussi à s'en échapper. Bon, l'histoire se termine bien. Alors, on s'aperçoit qu'à cette époque, la seule volonté de l'entourage était suffisante pour faire enfermer toute personne qui était jugée gênante par ses proches. Alors, c'est un hymne à la liberté pour les femmes du 19e siècle et c'est l'occasion pour nous de réaliser le chemin parcouru pour les femmes en 100 ans et plus. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est très intéressant et malgré tout, ça reste une lecture douce. Là. Tu sais, c'est pas macabre, c'est pas... J'ai bien aimé ça. Ouais. Il y a encore du chemin à faire, par contre. Hein? Oui. Il y en a beaucoup de faits, mais il en reste encore. Oh oui, oui, hélas. Mais enfin, bon, on va s'y attaquer. Merci, Monique. Alors, toi, Micheline, tu vas nous parler d'Agathe. Agathe de Anne-Catherine Baumann, qui est une Danoise, qui est psychologue et qui vit à Copenhague. Elle est venue à Montréal dans le cadre de son travail il y a quelques années. Elle est aussi 12 fois championne de tennis sur table. Oh. Et on dit que maintenant, elle conquiert le monde de la littérature. Agathe, c'est son premier roman, c'est traduit en 20 langues et c'est sorti en 2019. Alors, on se situe dans ce roman-ci dans les années 1940. On est quelque part en Europe. On rencontre un médecin psychanalyste qui travaille en pratique privée. Et lui, il réfléchit sur son parcours de vie. Et il a toujours mené une vie très, très routinière, très rangée. Il est vraiment isolé. Puis là, il déteste se voir vieillir. Il se dit ceci. Si je prenais ma retraite à 72 ans, soit dans 5 mois, ou l'équivalent de 22 semaines de travail, et si tous les patients venaient au rendez-vous, ça ferait 800 entretiens exactement à faire. En cas d'annulation de maladie, ce nombre, bien sûr, diminuerait. Alors, c'est les premières phrases qu'on retrouve dans ce livre-là. Et dans ce livre-là, on voit vraiment ces 5 mois de pratique. Alors, il avait imaginé sa retraite comme quelque chose de merveilleux, mais lui, il commence à déchanter là, en pensant à ce qui l'attend dans la vieillesse. Il est désillusionné. Il est mal dans son présent, il n'est pas mieux dans ce qu'il entrevoit de son futur. Il est déprimé, il pense à la mort. On se rappelle, c'est un médecin, psychiatre, psychanalyste. Là. Alors, il s'interroge, il se questionne. Alors, il ne veut plus prendre de nouveaux patients parce qu'il est engagé professionnellement, parce qu'il quitte dans 5 mois, et il en informe sa secrétaire. Là, il y a une dame prénommée Agathe, le nom de famille de la dame, c'est Zimmerman. Donc, Agathe Zimmerman se présente. La secrétaire passe outre la consigne et place cette cliente-là à l'agenda de son patron. Lui, évidemment, il est mécontent. Mais elle s'impose à lui.
Alors, cette dernière cliente qui est déprimée, elle s'en veut là, de ne pas être la personne qu'elle devrait être. Donc, il y a des similitudes entre lui et elle et lui. Peu à peu, au fil des rencontres, il prend plaisir à la recevoir. Puis en même temps, il continue de recevoir ses autres clients. Il les écoute parfois mécaniquement. Alors, il y a là des anxieux, d'autres aux propos répétitifs. Il y en a d'autres dont les mots lui semblent insignifiants ou tragiques. Alors, il les écoute mécaniquement. Il fait des des ah, des ah bon, ah oui. Et ça semble absolument pas les déranger. Mais là, il se sent coupable là, d'agir ainsi. Il n'est pas fier de lui. Donc, avec d'autres clients, il répond de façon beaucoup plus empathique et c'est très, très bien formulé. On reconnaît l'écriture de la psychologue, là. On reconnaît des portraits types, en guillemets, là, de différentes problématiques psychologiques ou psychiatriques, là. Alors, il sait proposer des interprétations sensées, des confrontations qui vont aider le client à s'explorer et à changer. Donc, c'est une fine analyse de la condition humaine, là, et tout ça en très, très peu de pages. Alors, vous voyez le volume, là. Alors, exemple, à un moment donné, il dit « Comment on découvre ce dont on a peur? » Alors, il répond « On commence par ce dont on a le plus de nostalgie. » Un jour, l'absence d'une cliente le renvoie à lui-même, alors qu'il veut se fuir. Il est content qu'elle ne soit pas là, puis en même temps, il n'est pas content de... Il n'est plus avec lui. Alors, il vit un épisode de panique. Sa cliente, Agathe, lors d'un entretien suivant, lui dit « Pour moi, là, ça manque de sens si vous vous imaginiez être un expert en souffrance de l'âme, si vous-même n'avez pas pris conscience que vous-même alliez très mal. » Alors, cette phrase-là, c'est libérateur pour lui. Il est deviné par sa cliente. Finalement, ils s'aident l'un l'autre à aller mieux, mais lui demeure toujours très professionnel dans sa relation thérapeute-client. C'est clairement écrit, c'est pas lourd dans le propos. Pour les personnes qui ont aimé l'émission de télévision Au secours de Béatrice, oui, là, ça peut être fort, fort intéressant. Ah, OK. Et la couverture aussi. On voit les images parlent ici. C'est en rose, c'est en douceur, c'est en vert, c'est l'espérance. Et c'est une plante aussi qui continue Comme de une croître broderie, là. avec de la dentelle, de la broderie. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu d'un trait. Ah, ben, merci beaucoup, c'est intéressant. Alors moi, je vais vous parler de la trajectoire des confettis par Marie-Ève Thuot, qui a été publié en 2019. C'est son premier roman à cette autrice-là. Et selon la revue Les Libraires, il va falloir la suivre parce que c'est une autrice qui va être vraiment là, intéressante à lire dans les années prochaines. Ce premier roman-là se retrouve dans les 10 premiers du top 100 des meilleurs livres québécois à lire en 2019, selon les libraires. Quand même. Ouais. C'est un roman, par exemple, qui est haut en couleur, qui est dense, qui a plus de 600 pages. Alors, à un moment donné, tu dis, mais il y a tellement de mystères. On pense découvrir un personnage parce qu'ils nous en disent une certaine quantité d'informations. Puis, il y en a encore à apprendre, puis il y en a encore à apprendre. Fait que ça nous tient, là, c'est captivant, là, ça nous tient en haleine. Il y a énormément de personnages et ça nous parle des points de vue sur l'amour, sur la société, sur la sexualité. Et parfois, ça met à terre les tabous, là. Il n'y en a plus de tabous là-dedans par rapport à la sexualité. C'est même parfois nous en faire rougir. Là. Oui, effectivement, ça frôle l'indécence. C'est un premier roman qui embrasse très large parce que on parle d'un siècle, puis de plusieurs générations. Alors, c'est une famille de génération en génération qui est assez atypique. Alors, il y a plein de choses là-dedans, là, puis les cheveux nous dressent sur la tête parfois.
De premier abord, le roman peut nous sembler très complexe parce que c'est quand même touffu, là. Mais la construction narrative nous aide, plus le livre avance, nous aide dans les changements d'époque, dans les changements de narration, là, ça nous aide. Des exemples. En 2015, Xavier, un barman montréalais qui se trouve attiré par une jeune femme qui s'appelle Oscara, Nancy, Fanny, Cléopâtre. Et en 99, sous la pluie de bonbons d'une piñata, un adolescent tombe amoureux de sa tante. En 1899, au nord des États-Unis, dans un village reculé, un pasteur récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible. Et en 2027, alors 3 jeunes femmes qui se moquent en secret du gourou de leur groupe extinctionniste. Alors, vous voyez qu'on couvre large. Ce sont des générations de personnages qui sont coincés par les normes sociales, mais qui testent tour à tour là, la décence puis les limites, là. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment captivant. C'est vraiment un roman qui est typiquement actuel, qui nous fait, qui fait mettre à nu toutes les tabous. Et même si parfois mes valeurs personnelles ont été mises assez à rude épreuve, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Et toi aussi, tu l'as lu, hein? Oui, okay. j'ai aimé, Et il y a énormément de recherches parce que tout ce qu'on nous dit là-dedans, là, il fallait qu'elle ait fait des recherches. C'est documenté. Vraiment très documenté. Oui, puis on se perd pas, là. Non. Que les gens soient pas inquiets, 600 pages, beaucoup de personnages, on suit facilement, là. C'est bien construit, l'architecture du roman. Oui, voilà. Oui. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci à toi. Merci à vous à la maison. Et pour terminer cette émission, une citation de Michel Tremblay. « Lire, c'est s'approprier tout le savoir du monde. » Bonne semaine. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. T'en parles au monde, puis tu sais, c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.